Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, pour nous accompagner, bien sûr, mon complice, François Caudet, bonjour. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on va parler de deux sujets, le logement d'abord, et puis on répondra à la question de l'internaute sur la NZBA, Net Zero Banking Alliance. Oula. Teasing pour tout à l'heure. On est impatient. Dans notre rubrique innovation, visite aux Deux Alpes sur un chantier XXL pour la nouvelle télécabine du futur Gendry 3S. Le pôle de compétitivité Minalogique à Grenoble est un acteur essentiel pour accompagner les développements en matière de transformation numérique. Exemple très concret dans cette émission avec un projet d'intelligence artificielle au service de la chirurgie robotisée. Enfin, focus sur les centres Centaure, leader de la formation à la conduite sécurisée avec ses infrastructures dédié. En Isère, le centre est basé à l'île d'Abo, au bord de l'autoroute A43. C'est là d'ailleurs que le concept a vu le jour il y a 40 ans tout juste, avant de s'étendre partout en France. Centaure, un partenaire essentiel des entreprises soucieuses d'abaisser les sinistres de leur flotte automobile. Le logement, pilier incontournable de l'économie, de la construction à l'aménagement, en passant par l'assurance, par la fiscalité et de plus en plus souvent les questions de réhabilitation. C'est un budget considérable pour les ménages français qui consacrent près d'un quart de leurs dépenses, François. Exactement, c'est même dans les derniers chiffres de l'INSEE, c'est 26,7% du budget qui est consacré au logement. Donc c'est à la fois le loyer, le remboursement éventuel d'un prêt, puis les dépenses de chauffage, d'électricité, etc. C'est le premier budget des familles françaises. Le deuxième étant l'alimentation, mais le deuxième loin derrière, à 13,5. C'est d'ailleurs un basculement assez fort, parce que dans les années 70, c'était à peu près le contraire. Donc c'est aujourd'hui le sujet clé. Juste pour citer quelques chiffres, parce qu'on va pas se refaire, en France, il y a 30 millions de ménages. Donc ménage, c'est vraiment une unité de logement. Donc ça peut être un ménage, ça peut être une personne seule. Ça peut être une famille, ça peut être... Voilà. Et il y a 38 millions de logements, donc a priori, tout va bien. Il y a 84%, c'est des résidences principales, 7% et demi des résidences secondaires, mais on a aussi 8% de logements qui sont des logements vacants. Et c'est un des sujets en France, c'est qu'il y a 3 millions de logements vacants, c'est-à-dire qui sont vides. Donc en fait, le nombre de logements est suffit. Le problème, c'est qu'il n'est pas forcément au bon endroit et sous le bon format. Donc se dire on va mettre les gens mal logés dans les logements vacants, c'est pas du tout la réalité pratique. Pour situer aussi un peu les choses, 53% des Français aujourd'hui sont propriétaires. C'est un taux qui est inférieur à la moyenne européenne, mais par exemple très supérieur aux taux suisses qui sont nos voisins. Donc il y a aussi des variations. Et 23% des propriétaires sont propriétaires de résidence principale et de leur résidence secondaire. Spécificité française, donc un taux de propriétaires qui est un peu plus faible que l'Union européenne, et par contre une autre spécificité française, un taux de logement social qui est le plus fort de l'Union européenne. Alors évidemment, les gens qui sont dans les logements sociaux ne sont pas propriétaires, puisque c'est les organismes de logements sociaux, mais il y a un parc de logements sociaux en France, contrairement à ce qu'on entend dire, alors qui est certainement insuffisant, mais qui est beaucoup plus important que dans les autres pays. Bon, le rêve de devenir propriétaire, il demeure quand même ? Alors, il demeure quand même. Et il y a des choses un petit peu contre-intuitives. Donc, il y a 57% des Français qui disent que leur rêve, c'est de devenir propriétaire ou qui le sont et qui sont très contents de l'être. Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait penser que les modèles de consommation, d'évolution changent un peu et que les plus jeunes, c'est pas vraiment leur modèle. Bon, 81% des jeunes de 18 à 34 ans rêvent d'être propriétaires. 8 sur 10. Donc, plus que la population générale. Donc, c'est pas du tout ce qu'on pourrait croire de prime abord. Évidemment, il y a des freins. Les freins pour devenir propriétaire, premier frein, c'est le prix de l'immobilier, qui a considérablement monté, ça aura échappé à personne. Alors, pour des raisons
quelquefois un peu de spéculation de marché, mais aussi pour des raisons plus matérielles, coût de la main-d'œuvre, coût des matériaux, normes environnementales, raréfaction du foncier, etc., qui font monter. Ce qui fait aussi renoncer ou hésiter, c'est le coût d'entretien, parce qu'une fois qu'on a acquis un bien, il faut l'entretenir. Et puis le coût du crédit. Alors là, je vais y mettre un commentaire, c'est ce que répondent les gens. Donc c'est assez vrai. On a vu grosso modo les taux passer de, on va dire 1,20 il y a quelques années aux alentours d'un peu moins de 4 maintenant. Et donc ça a bloqué beaucoup de choses. Des taux longs, l'immobilier c'est des taux longs à 4%, historiquement c'est assez normal. Et je pense qu'on a un certain nombre autour de la table à avoir connu des époques où avoir fait des emprunts immobiliers où on aurait rêvé d'avoir un 4%. Voilà. Par contre, quand on passe de 1 à 4, évidemment, ça fait un petit choc. Voilà. Donc, et puis, il y a aussi un autre problème français, c'est une production de logements neufs qui a chuté considérablement. Alors, encore plus en 2023, compte tenu de la hausse des taux, des incertitudes économiques. Il faut avoir en tête qu'acquérir un logement, c'est aussi une marque de confiance dans l'avenir, c'est un engagement long. Et quand vous avez des incertitudes sur le contexte économique, sur votre emploi, vous n'avez pas trop envie d'acquérir des logements, et donc du coup les promoteurs construisent moins. Enfin, il y a toute une chaîne qui est assez... c'est pas un cercle vertueux, en l'occurrence, c'est plutôt un cercle vicieux. Voilà. Donc ça, c'est un des sujets, et on construit donc le besoin de logements estimé environ à 450 000, grosso modo, par an en France, et on en a construit à peu près 250 000 l'année dernière, donc, et ça fait quelques années qu'on prend du retard. Il y a quelques modalités d'acquisition de logements un peu nouvelles qui apparaissent néanmoins. La LOA, donc location avec option d'achat, en fait, c'est ce qu'on appelle quelquefois trivialement le crédit bail ou presque. Donc vous êtes locataire de votre logement, puis à l'issue d'un certain nombre d'années, vous pouvez l'acquérir pour un prix bien inférieur, préférentiel. Donc ça, c'est une solution potentiellement d'avenir. Il y a quelque chose d'assez nouveau qui est le bail réel solidaire. Donc en fait, il y a des organismes fonciers solidaires qui sont propriétaires du foncier, du terrain, et vous achetez que, entre guillemets, les murs, ce qui permet d'acquérir pour beaucoup moins cher et en payant un petit loyer pour le terrain, mais ça fait que le global loyer du terrain plus remboursement des prêts du mur est plus faible, et ça permet aussi d'accéder à la propriété sur plus longue durée. En particulier dans les zones où le foncier est tendu. Alors, les organismes de bail réel solidaire, en fait, n'ont été mis en place que dans des zones tendues. Si le foncier vaut pas grand-chose ou rien, la question ne se pose pas. Par contre, il y a des cœurs de ville qui sont vraiment très tendus, ou dans notre région, toute la zone autour du lac, toute la zone frontalière suisse, Annecy, etc. Puis dans les villes, quelquefois des quartiers chers. Le BRS. Le BRS, exactement. Bail réel solidaire. Bon, on en parle beaucoup, c'est assez nouveau. Je lis mes notes pour ne pas me tromper. 2023, il y en a eu 850 en France. Oui. Donc, c'est en devenir. Il faut aussi que ça rentre dans les... Par contre, il y a 11 000 projets de construction lancés. C'est quelque chose qui est en train d'accélérer. Et puis, on voit apparaître des nouvelles formes d'habitat, des nouvelles façons d'habiter. Exactement. Donc on parle beaucoup d'habitat partagé au sens large. Donc là, il y a deux grandes tendances qui apparaissent. C'est le co-living. Le co-living, c'est ce que certains ont fait quand ils étaient étudiants. On a une colocation, sauf que là, la différence quelquefois, c'est que chacun a un espace privé et puis il y a des parties communes dans l'appartement, dans le logement. Et puis, il y a aussi la cohabitation intergénérationnelle qui progresse pas mal et qui a d'autres intérêts sociaux. Donc, l'idée générale, c'est de se dire, dans le même logement, il y a une personne âgée et un jeune. Le schéma un peu classique, c'est des personnes âgées qui veulent légitimement pas quitter leur logement parce qu'elles y sont bien. Le logement est un peu grand parce qu'il n'y a plus d'enfants à la maison. On peut loger un étudiant ou un jeune et puis ça fait un peu d'accompagnement social. Donc ça crée pas mal de liens. C'est une très bonne solution, notamment dans les zones urbaines pour les étudiants ou les très jeunes professionnels qui n'ont pas forcément les moyens. Et puis ça permet aussi à des personnes plus âgées de rester chez elles avec une présence, ce qui est aussi pas mal. Ça progresse, mais enfin sur l'intergénérationnel, on estime qu'il y a à peu près aujourd'hui 3000 binômes. Alors on est passé de 2000 à 3000 en une année, ça progresse encore. C'est certainement des solutions aussi d'avenir, parce que ça permet aussi d'occuper les surfaces. Voilà, donc, et puis voilà. Mais ce qui est plus préoccupant peut-être aussi, c'est les tendances des Français. C'est-à-dire que tout le monde est conscient qu'il y a un problème de logement, qu'il y a un problème écologique, qu'il faut faire attention.
Et quand on demande aux Français, c'est quoi le logement dont vous rêvez? C'est une grande maison individuelle avec un grand terrain en périphérie. Sans donc voisin. en fait, en venant en voiture, etc. Ce que je comprends, je ne vais pas le reprocher On peut en rêver. qualité de vie. Mais d'un point de vue purement écologique, c'est sûr que vivre à 20 km de son logement sur un grand terrain dans une maison, voilà. Donc il y a aussi des évolutions à intégrer. Bon, il y a parmi les évolutions, quand on est propriétaire, aussi l'enjeu de la transition énergétique, la transition liée au logement. Comment est-ce que les Français réagissent sur ce point? Alors les Français, d'abord, ne sont pas très conscients, en fait, en règle générale, et là aussi je le prends un peu pour moi, de l'état de leurs biens. Il y a en France près de 5 millions de logements qui sont classés en passoire thermique, oui. Quand on demande aux Français le DPE, la cotation, vous savez, Diagnostic. entre A et G de leurs biens, il y en a 50% qui disent qu'ils ne savent pas. Et c'est assez normal. Les gens qui ont acquis leurs biens il y a 5 ans, 10 ans, il n'y avait pas de DPE, puis ils habitent dedans, voilà. Donc quand on leur demande d'estimer, par contre, de dire, à votre avis, votre bien, il est comment? Donc il y a 5% des Français qui disent, moi j'ai une passoire thermique, F ou G. Bon, quand l'ADEME fait les tests, c'est plutôt 15%, donc c'est 3 fois plus. Donc les gens sous-estiment la passoire thermique dans laquelle ils vivent quelquefois. Et à l'inverse, 63% des Français disent, on est A, B ou C, ce qui est très bon. En réalité, c'est 30%. Donc il y a aussi cette méconnaissance, cette mécompréhension, mais qui est... Voilà. Donc il y a un gros travail à faire de sensibilisation, parce qu'une fois qu'on est conscient qu'on vit dans une passoire ou semi-passoire, peut-être qu'on fait des travaux d'isolation, etc. Donc voilà, c'est un des gros sujets qu'il y a devant nous. Alors, en tant que, là je reprends une casquette de banquier, c'est aussi des gros investissements, des financements à faire, parce que c'est rentable dans la durée, mais il y a un investissement à faire, donc il y a des grands sujets. Voilà. Les cibles que doivent porter, à mon avis, puis on va voir qui sera le ministre en charge du logement dans je ne sais pas quand. Les grands sujets, c'est d'avoir quand même un toit décent pour tous, c'est le sujet de transition écologique, et puis c'est le sujet d'adaptation au territoire. Puis je finis par ça. C'est quand même un sujet sociétal. Quand on parle d'égalité des chances, par exemple, l'accès au logement, on voit encore des étudiants qui renoncent à des formations parce qu'ils ne peuvent pas se loger près de l'école qu'ils ont obtenue. Voilà. Donc là, c'est aussi des sujets sociaux, au-delà d'être environnementaux. Merci François. Le logement, en moyenne, 27% des dépenses d'un ménage en France, c'est ce que vous nous disiez. Cela représente 22% du produit intérieur brut, c'est-à-dire plus de 500 milliards d'euros. Depuis sa création en 2005, le pôle de compétitivité Minalogic à Grenoble a accompagné les projets numériques. Près d'1 millier ont ainsi été labellisés dans des secteurs d'activité très, très variés. Nouveau succès pour Minalogic, la sélection de 8 startups qui bénéficieront de programmes de financement dans le domaine de l'intelligence artificielle, la microélectronique, la photonique. On va parler de ces sujets avec Philippe Vizorek. Bonjour. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'innovation au pôle de compétitivité Minalogic. On va aborder ces questions avec vous, avec une illustration très concrète. Et merci Arnaud Clerc d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes directeur général de Maya Medical Technologies, une start-up qui est née il y a 1 an à Grenoble, et vous nous expliquerez votre domaine d'activité. On va, Philippe, commencer par rappeler le rôle de Minalogic, ce pôle de compétitivité spécialement dédié à la transformation numérique. Alors vous l'avez dit, les pôles de compétitivité vont avoir 20 ans l'an prochain. Donc voilà, les pôles ont été créés par le pouvoir politique de l'époque sur un constat que la recherche publique ne touchait pas l'industrie et les entreprises. Et donc a été créé à cette époque-là un guichet de financement, donc des aides d'État, d'État et région d'ailleurs, pour aider les entreprises qui arrivaient à collaborer avec un labo de recherche publique. Donc on est passé, parce qu'on commence à être un peu plus mature au bout de 20 ans, on est passé par des projets de rupture technologique. Parfois, on a été beaucoup dans la beauté du geste et on ne voyait pas forcément les retombées purement économiques. Et aujourd'hui, on parlait de l'usine à projet à l'époque, on faisait du projet pour faire du projet. Aujourd'hui, 20 ans après, on est passé vraiment dans l'usine à produits et on fait des produits avec des retombées économiques en création d'emplois, en génération de chiffre d'affaires, etc. Alors, le rôle de Minalogic là-dedans, c'est, j'ai envie de dire, d'être un activateur, un facilitateur qui a 3 missions essentielles, c'est ça, notamment la mise en relation. Complètement. En fait, j'aime bien le terme de catalyseur. Même s'il peut paraître réducteur, en fait, sans catalyseur, la réaction ne se produit pas. Et donc, c'est le cas de Minalogic. Donc, effectivement, nos 3 grands métiers, ça va être l'aide à la recherche de financement pour qu'une entreprise innovante se développe.
Ça peut être du recherche de financement public, mais également privé, avec de la dette bancaire, mais également des levées de fonds. Et puis, il ne faut pas oublier ce qui est nouveau au fil du temps, ce qui s'est créé au fil du temps dans les pôles, et notamment chez Minologic, le développement de business, tout simplement. Donc, on a quelques événements phares, notamment les Minologic Business Meetings, où on amène énormément de grands comptes, une centaine de grands comptes internationaux dans la région, à la rencontre de l'écosystème, pour créer des affaires. Et puis également une présence internationale sur des gros salons. Et enfin, notre dernier métier, vous l'avez mentionné au travers de la mise en relation, c'est le fait d'animer un certain nombre de communautés. Alors, on a beaucoup de mots compliqués à Minologic et je m'en excuse, mais on cherche aussi à les vulgariser. Donc, vous avez entendu parler d'intelligence artificielle, de quantique, de photonique, de microélectronique. Bon, on se fera un plaisir de venir réexpliquer ces choses-là si vous le souhaitez. On en parle régulièrement. Mais, alors on parle aussi beaucoup d'innovation. Alors l'innovation, c'est un grand terme générique. En gros, vous accueillez des porteurs de projets, vous précisez avec eux le projet, vous les aidez à les financer, à trouver des partenaires d'affaires, à gagner finalement en visibilité et en accélérant leur début. Exactement. Je réfute totalement le terme innovation, même si mon titre, je suis directeur innovation. Pourquoi ? Parce que l'innovation, c'est souvent un peu idéalisé. Tout le monde se dit non, moi, j'innove pas, etc. Alors que je pense qu'il n'y a pas une entreprise, alors je force peut-être un peu le trait, mais je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui n'innove pas. C'est un peu comme Monsieur Jourdain qui, voilà. Et donc, si je devais passer qu'un message aujourd'hui, c'est venez voir des pôles comme Minologic. On vous orientera vers des guichets de financement. Il y en a énormément, contrairement à il y a 20 ans où on avait un seul guichet de financement et on savait financer que des projets autour de 4 millions. Aujourd'hui, on sait financer des projets à quelques centaines de cas jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et puis surtout, ce que les entreprises trouvent, c'est une orientation dans cette jungle d'appel à projet. Bon, alors il faut dire que Minologic, c'est un écosystème, comme on a l'habitude de le dire. Je crois que c'est 450 adhérents, des entreprises, évidemment, du numérique, et l'essentiel, quasiment 400. Et puis, il y a des laboratoires de recherche, il y a bien sûr des institutionnels, il y a des partenaires économiques, des laboratoires. Des innovations dans tous les secteurs, c'est important. Hein. L'ADN, j'allais dire, c'est le numérique, mais après, ça irrigue tous les secteurs. En fait, il ne vous a pas échappé que le numérique, il diffuse dans tous les secteurs marchés. Donc, effectivement, dans la nomenclature des pôles nationaux et régionaux, il y a des pôles plutôt technologiques, donc, comme Minologic. On est les technologies du numérique. Il y a des pôles marchés. Et justement, l'intérêt d'avoir ces deux acteurs-là, c'est justement de croiser des marchés et des technologies. Et c'est en partie la raison d'être de nos événements. Et puis au-delà de ça, c'est croiser effectivement des industriels avec des chercheurs pour générer des produits innovants qui ne sont pas forcément... Enfin, l'innovation, c'est pour ça que je réfute un peu le terme. Innovation, on entend souvent rupture technologique, donc le truc très compliqué que personne ne comprend et qui va révolutionner le monde. Il y a des innovations d'usage. Hein. On se rappelle l'iPhone. L'iPhone, au départ, il y a de la tech dedans, mais Steve Jobs, il a amené beaucoup d'usages. Et puis, il y a parfois des disruptions également en modèle d'affaires, en business model, en façon d'accéder au marché. Et donc, toutes ces choses-là, on va les travailler chez Minologic. Bon, et Minologic, je le disais, vient d'annoncer que 8 de ces projets, des projets qui l'accompagnent, ont été retenus dans le cadre de grands programmes d'innovation et vont à ce titre bénéficier de financements importants. Hein. C'était un petit peu l'enjeu. 8 projets sélectionnés sur 9 présentés, ce qui est quand même pas mal. C'est un peu exceptionnel, hein, quand même, il faut bien le reconnaître. Non, mais on peut le dire. Non, mais il faut le souligner. Il faut le souligner. C'est pas de la faute modestie. Vous l'avez mentionné, à date, on doit avoir 969 projets exactement, donc on va pas tarder de passer le millième. J'aurais bien aimé que Arnaud soit le millième, ça aurait fait une petite cerise sur le gâteau, mais c'est pas le cas. On a un taux de succès de l'ordre de 50%, 1 sur 2. Alors après, ça va dépendre des guichets. Parfois, on a un peu plus, parfois, on a un peu moins, mais en moyenne, on a 50%. C'est assez exceptionnel. Hein. Ça représente 2,8 milliards d'investissements R&D dans la région sur les 20 dernières années, dont 1,2 milliard d'aides publiques. Donc c'est assez énorme. C'est juste colossal et ça accélère effectivement l'économie de notre région. Pourquoi on a ces taux de succès ? Je pense qu'on a depuis en 20 ans, on se remet en permanence en question. Nous, ce qu'on amène, c'est un processus d'accompagnement pour faire émerger cette innovation, pour faire que les projets séduisent les financeurs publics ou privés. Et on se remet en permanence en question sur ces choses-là. Donc il y a ça. Il y a forcément un peu notre niveau d'expertise et puis connaissance des financements publics. Et puis également le fait de détecter, ça c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui ne trouvent pas de financement parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment les pôles. Et donc le message, c'est venez nous voir. Si vous avez une idée, un projet, venez nous voir. On trouvera les acteurs, on trouvera les bonnes sources de financement. Alors parmi ces projets sélectionnés, 4 en intelligence artificielle, 2 projets en microélectronique et 2 en photonique.
On ne reviendra pas sur la photonique aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle parce que parmi ces projets sélectionnés, il y a le vôtre, Arnaud Clerc. Vous dirigez la société Maya Technologies. On va parler de votre projet très spécifiquement, mais Maya, d'abord, ça a 1 an, je le disais. Vous réfléchissez sur quoi? Dans Maya, il y a plusieurs choses. Il y a de l'IA. Donc de l'intelligence artificielle. Tout à fait, de l'intelligence artificielle. Il y a aussi des algorithmes. Parce que l'IA, on a envie de contrôler systématiquement les résultats de l'IA. Il y a beaucoup de craintes qui tournent autour de l'IA. Et je suis ravi que vous me donniez cette opportunité d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA et comment on peut contrôler cette IA. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça fait toujours peur. On se dit, mon Dieu, l'homme ne va plus servir à rien, l'ordinateur va tout faire à notre place. C'est pas tout à fait ça et on va le voir précisément avec le projet qui a été retenu, qui s'appelle Amédée-IA. C'est un système de planification de chirurgie robotisée. Expliquez-moi. Oui, peut-être déjà expliquer ce que c'est que la chirurgie robotisée. Les gens n'ont pas forcément idée de la complexité de ce que c'est qu'une intervention chirurgicale pour le chirurgien. Et du coup, aujourd'hui, que la robotique a fait énormément de progrès, on parle d'ailleurs plus de cobots que de robots, c'est-à-dire des robots qui peuvent travailler avec des humains dans leur entourage. Et donc, ces progrès de la robotique, ça va permettre à un chirurgien d'avoir un bras magique à côté de lui qui va lui permettre de sécuriser son intervention en mettant les implants que le chirurgien veut mettre exactement là où il veut les mettre. Ça nous donne l'occasion, alors on peut commenter les images qu'il y a ici, on travaille sur une colonne vertébrale, j'ai l'impression. Tout à fait. Et ici, on a un chirurgien qui va vouloir placer de la manière la moins invasive possible pour le patient des vis pour fusionner des vertèbres qui occasionnent des douleurs, par exemple. Je remercie au passage Essential Robotics, qui est une société grenobloise qui a nettement dépassé le cap de la start-up et qui propose une plateforme de chirurgie robotisée ouverte. Et dans le sillage d'Essential Robotics, en fait, il y a plein de projets très innovants qui peuvent être créés. Et donc, nous, on s'inscrit dans ce sillage-là. On avait reçu ici Stéphane Lavallée, notamment qui pilote l'accélérateur Aventure, et qui nous disait d'ailleurs que Grenoble était une des capitales mondiales en matière de chirurgie robotisée, ce qu'il faut répéter parce qu'on l'ignore un peu trop souvent. Tout à fait. Au moins capitale mondiale de l'innovation. En fait, il y a un écosystème qui produit énormément d'innovations et ces innovations, elles vont à la conquête des plus grands marchés mondiaux comme les marchés américains. Alors revenons précisément sur ce projet d'innovation qui a été sélectionné, Amédée-IA. En quoi ça va consister précisément? En utilisant les données des scanners faits sur les patients, c'est ça? Voilà, c'est ça. Dans la vidéo qu'on vient de voir, on voit que le chirurgien, il fait un travail préparatoire pour sa chirurgie. Il va préparer en fait l'endroit exact par rapport aux os du patient où il veut poser le matériel. D'accord? Et donc ça utilise en fait des images qui sont des images en 3 dimensions de l'intérieur du patient. Et ces images en 3 dimensions, elles donnent énormément d'informations au chirurgien et l'IA peut aider le chirurgien à analyser, à pré-mâcher un petit peu toutes les informations qu'on peut trouver dans ces images-là. Donc vous allez vous entrer dans un algorithme des données recueillies sur les scanners. Voilà. L'idée, c'est que pour bénéficier d'une chirurgie robotisée qui va sécuriser le chirurgien et qui va garantir au patient le meilleur résultat possible, on va utiliser de l'intelligence artificielle pour travailler, comme on le voit sur l'illustration, sur ces images en 3 dimensions du corps. Et en fait, l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut faire, en fait, c'est reconnaître chacun des os qui sont présents dans ces images-là. Et donc, Maya est là pour ça, est là pour fournir avec l'intelligence artificielle l'analyse de ces images pour identifier exactement tous les os. Et on voit que ces os, ils ont des formes qui sont quand même très complexes. Et donc, par rapport à cette complexité, nous, notre spécificité vraiment à Maya, on a déposé 2 brevets là-dessus, c'est qu'on va contrôler systématiquement tous les résultats de l'IA avec de la géométrie. On va vraiment faire de la géométrie, on va sortir le compas, la règle, etc. Et on va vérifier que là où l'IA a vu un os,
on est bien effectivement pour notre patient spécifique, on est bien sur la frontière de son os. Et du coup, ça nous permet d'identifier pour le chirurgien les petits endroits comme ici comme ces aiguilles rouges, c'est des axes de visée pour placer des vis, voilà, pour ensuite, par exemple, corriger une scoliose. Alors, évidemment, on imagine bien l'enjeu parce qu'il y a des centaines de milliers d'opérations de la colonne vertébrale en France chaque année, que évidemment chaque patient est unique. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de permettre aux chirurgiens de gagner à la fois en confort et en temps? Alors, des centaines de milliers d'opérations, ça va être à un niveau plus global. En France, il y a 4000 chirurgiens orthopédiques. Ouais. Ici, on s'intéresse à la chirurgie de la colonne vertébrale parce que c'est une priorité pour nous, parce qu'à chaque fois, il y a un enjeu vital. Donc sécuriser le chirurgien sur le fait que la vis qu'il va poser ne va pas être en contact avec la moelle épinière, ça pour nous c'est capital. Au-delà de ça, on s'intéresse et notre technologie nous permet d'aider les fabricants de dispositifs médicaux pour toutes les chirurgies orthopédiques. Donc là, il y a 4000 chirurgiens orthopédiques en France qui vont faire, suivant les chirurgiens, entre 10 et 20 opérations par semaine. Mais au-delà de ça, voilà, notre ambition, c'est vraiment d'adresser les besoins de toute la chirurgie orthopédique et pour tous les marchés. Parce que ces innovations, c'est vraiment des innovations de niveau mondial. Bon, et puis l'optimisation des blocs, on sait bien que un bloc opératoire, c'est très sollicité, c'est aussi du temps, donc de l'argent, et donc il faut réussir à optimiser tout ça, et c'est ce que permettrait cette innovation. Oui, d'autant plus, c'est ce que vous disiez au début, est-ce que l'IA va remplacer l'humain? Notre vision, c'est que on veut mettre à la disposition du chirurgien les meilleurs outils pour qu'il soit le plus efficace dans son travail. S'il est efficace, ça veut dire qu'à la fin d'une journée, au lieu d'avoir aidé 8 personnes en faisant 8 chirurgies, peut-être il va pouvoir en faire 10. Bon, alors évidemment, tout ça a été évoqué, traité, testé en partenariat avec le CHU de Grenoble. Et c'est là que c'est vraiment intéressant d'avoir justement cet écosystème, ces pôles de compétitivité, parce que c'est ça qui permet de rapprocher des innovateurs, des industriels, des futurs utilisateurs. Et donc là, en l'occurrence, effectivement, on va collaborer avec le CHU et avec les chirurgiens experts du CHU pour vérifier que toute cette technologie, effectivement, elle amène de la sécurité. Bon, dans vos meilleurs rêves, du coup, on équipera les blocs avec votre application d'ici combien de temps? Alors, dans le dispositif médical, il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de choses à vérifier avant de commencer à les utiliser. Là, l'horizon du projet, c'est 2 ans. Dans 2 ans, en fait, ce qu'on pense, c'est qu'on aura vérifié vraiment la performance et la sécurité de la technologie. Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Arnaud par rapport au fait de pouvoir collaborer dans un écosystème porteur. Donc effectivement, on a la chance d'être à Grenoble et sur un écosystème qui est très très porteur, notamment sur la chirurgie ST partenaire. Mais c'est la beauté de ces régions qui encourage ces innovations. Exactement. Et c'est la beauté de ces projets-là parce que aujourd'hui, au-delà du financement d'une start-up, ce que permet la puissance du financement public, c'est surtout la rencontre avec d'autres acteurs qui ne seraient peut-être pas venus. Un CHU, si ces activités-là n'étaient pas aidées et soutenues, en l'occurrence par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on remercie au passage, je pense que peut-être tout simplement la collaboration n'aurait simplement pas lieu. Et c'est la vraie beauté des pôles de compétitivité. Encore une fois, on reste à notre place, on n'est qu'un catalyseur de ça, parce que c'est eux qui travaillent quelque part. Mais c'est effectivement, on ne l'aurait pas sinon. Et c'est un dispositif qui est très franco-français et assez unique. Parmi les 8 projets qui ont été sélectionnés, il y a d'autres projets, je le disais, notamment en matière de microélectronique ou de photonique. Un autre exemple, si on doit prendre une autre start-up qui fait partie là, des 8. Alors, c'est très, très difficile, donc je vais vous en donner 2. Je suis désolé, Christophe. Il faudra faire 2 fois plus vite. Il faudra faire 2 fois plus vite, non. Très rapidement, j'aime beaucoup la société qui s'appelle 4.71. Donc, c'est une société auvergnate. Alors, je ne suis pas expert, je ne suis pas comptable, mais 4.71, c'est un compte dans le compte de résultats. Peut-être qu'il vous parle, je ne sais pas. Mais en fait, cette société, elle se dit toutes les entreprises vont être assujetties à faire un bilan carbone et à publier leur bilan carbone. Donc, il y a 2 méthodes. Soit vous faites venir un expert qui va auditer à l'instant T et vous sortir quelque chose. Mais c'est coûteux, c'est long, c'est précis, mais ça mesure qu'à un instant T. Et cette société se dit qu'au travers de la compta, ils doivent pouvoir sortir un bilan carbone qui est aussi précis et qui, lui, est longitudinal. Donc voilà, j'aime énormément. Et donc, pareil, un même type de financement dans un domaine différent. Et puis la dernière entreprise, que je vais citer, qui est grenobloise, c'est l'entreprise Cognidis.
qui s'intéresse à l'optimisation des transports, des modes de transport doux qui sont poussés par nos politiques régionales, locales, etc. Donc rien de nouveau sous le soleil quand c'est dit comme ça, sauf qu'en fait, ils vont mesurer l'impact des décisions politiques sur la santé, sur notre santé collective en termes d'émissions, etc. Et là encore, un usage de l'IA qui est plutôt intéressant, plutôt décalé, et donc aussi un joli pari. Des startups à suivre de près et que l'on fera évidemment dans cette émission, dans nos rubriques Innovation. Philippe Vizorek, merci beaucoup. Arnaud Clerc, merci d'avoir été avec nous. Merci pour vos témoignages. Merci. Plus rapide, plus confortable, mieux intégrée et plus vertueuse dans nos stations d'altitude, les remontées mécaniques poursuivent leur mue. Exemple aux Deux Alpes où le mythique Gendry Express a disparu pour faire place à un nouvel équipement. Sans doute l'un des plus gros projets de remontée mécanique en montagne ces dernières années. Reportage. Dernière remontée pour le Gendry Express. Après 39 ans de service, le DMC des Deux Alpes prend sa retraite. Alors de nombreux visiteurs et habitants sont venus dimanche lui dire au revoir. Cette famille canadienne profite une dernière fois des paysages de la station à travers les vitres. Pour d'autres, c'est l'appel ultime à monter à bord de ces cabines mythiques. On pourra dire on l'a fait. Vous connaissiez avant, vous l'utilisiez ? Non. On n'est jamais... c'est une première. Grande dernière. Voilà. Les participants espèrent remporter la cabine mise en jeu par Aeon pour l'occasion. La colonne vertébrale de la station des Deux Alpes laissera place au Gendry 3S, un modèle plus moderne et spacieux. 32 places pour emporter jusqu'à 3000 passagers par heure. Une vitesse accélérée qui demande des ajustements, explique le directeur des Deux Alpes. Quand la cabine elle arrive à 8 mètres secondes à l'entrée de la gare, si on ne fait pas bien les choses, évidemment tout le monde tombe et c'est dangereux. Donc tout le mécanisme, c'est de sortir la cabine des câbles porteurs, de la faire passer dans la gare, de la ralentir doucement, d'arriver à une vitesse stabilisée pour que les portes s'ouvrent, de faire tout l'embarquement et après de la relancer. Géré par Poma, le chantier est l'un des plus ambitieux en Europe. L'occasion pour les visiteurs d'en apprendre plus sur la technique, mais aussi sur les conditions de travail des 450 ouvriers. Avant, on faisait juste une remontée mécanique pour transporter des gens. Aujourd'hui, on veut apporter à nos clients beaucoup plus que ça. On a un lieu pour que les enfants jouent en attendant que les parents achètent les forfaits. Donc au-delà de tout ce qui est extraordinaire dans l'appareil technique, dont on a déjà beaucoup parlé, il y a aussi cette notion d'accueil, de service, avant tout pour nos clients, mais aussi pour nos équipes. L'équipe de Sata Group a tenu à rendre hommage au Gendry Express pour sa longévité et à remercier ses clients. Parce qu'on a su vous faire monter rapidement au glacier, mais on a su aussi vous occasionner des belles files d'attente. Donc vous avez été patient, vous avez toujours été là. Il fallait 40 minutes pour relier les trois gares. Ce sera désormais 17 minutes avec le Gendry 3S. C'est le Concorde pour nous, c'est le Rafale, vous l'appelez comme vous voulez. On passe de 17 pylônes à 7 pylônes, donc on rend beaucoup de choses à la nature et ça fait partie de la logique du groupe. Essayer de toujours travailler sur notre impact environnemental. On n'est pas là pour la détruire, cette montagne, on est là pour la protéger. Ce projet à 135 millions d'euros est le plus gros investissement d'Aeon, une fierté pour le groupe. Cette machine telle qu'elle a été conçue, aussi bien techniquement qu'en termes de modernité et d'accessibilité et d'expérience client, c'est unique. Les portes se ferment pour cette cabine du Gendry Express, emportant avec elle les souvenirs de nombreux passagers. Voilà le Gendry 3S, exemple de ces innovations en montagne en matière de déplacement. Le chantier aura duré plus d'1 an et demi et mobilisé simultanément jusqu'à 150 personnes. Vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, une question un peu technique de Niels qui veut savoir ce qu'est le Net Zero Banking Alliance. Oui, alors là, en jargon, la NZBA, yes. Net Zero Banking Alliance, c'est une alliance qui a été lancée en 2021 par l'ONU pour inciter les banques à financer la transition énergétique et puis à pouvoir atteindre les objectifs à 2050. Donc ça consiste pour les banques qui adhèrent volontairement à cette alliance à prendre des engagements de décarbonation de ce qu'on finance, nous. C'est-à-dire, en gros, arrêter de financer ou ne plus financer du tout certaines énergies fossiles, hyper polluantes, le gaz de schiste par exemple, et puis favoriser la transition. Alors on a parlé, ça peut être du logement, ça peut être les énergies renouvelables, etc. Voilà, donc c'est ces engagements-là et une publication tous les ans du bilan carbone des financements portés par les banques. Justement,
l'impact que nous, on peut avoir en tant que banquier sur l'environnement, c'est mieux si on se déplace en voiture électrique qu'en diesel, mais honnêtement, c'est pas ça. L'enjeu majeur, c'est les financements qu'on fait, qu'est-ce qu'on finance et qu'est-ce qu'on favorise sur l'économie. Donc il y a 160 banques aujourd'hui dans 40 pays qui ont adhéré. Donc je le disais tout à l'heure, beaucoup des banques européennes, la plupart des grandes banques européennes et tous les grands groupes bancaires français, en toute transparence, et puis des banques du monde entier. Ces banques-là, ces 160, c'est les grandes banques, elles représentent 38% des actifs mondiaux. En fait, c'est 38% du poids du système bancaire mondial. Et donc les objectifs, c'est alignement des effets de serre 2030 puis 2050, travailler sur des scénarios écologiques faits par des organismes reconnus et pas des gens folkloriques qui vont nous expliquer qu'on peut continuer comme ça et qu'il n'y a rien de grave. Et puis se fixer des objectifs et les publier. C'est surtout ça qui est très important. Il faut le dire, il faut le faire et il faut le démontrer. NZBA, Net Zero Banking Alliance, zéro pour l'objectif 0 degré à partir de 2050. Merci François, merci. Si vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. Apprendre les bons réflexes au volant, c'était l'idée des créateurs de Centaure qui fête ses 40 ans. Le centre autoréflexe, basé au bord de l'autoroute à l'île d'Abo. C'est un passage obligé pour toutes les entreprises soucieuses de diminuer leur risque d'accident routier. Ouvert aussi d'ailleurs aux particuliers. Il est devenu un leader de la formation à la conduite sécurisée sur site protégé. On en parle avec sa directrice générale, Cathy Simon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un concept simple, né ici, en Isère, il y a 40 ans. Oui, en 1984, sur une aire de repos, avec comme partenaires deux gros actionnaires qui nous ont permis de développer, démocratiser la sécurité routière auprès des entreprises et des particuliers. L'objectif était assez simple, simuler les risques routiers pour mieux s'y préparer et mieux les éviter. C'est complètement ça. On apprend à déplacer un véhicule lorsqu'on est dans le monde de l'auto-école et c'est d'ailleurs leur métier de nous apprendre à déplacer le véhicule, mais on n'est pas prémuni contre l'accident de la route, la perte d'adhérence, un freinage d'urgence, un évitement d'obstacles. C'est compliqué à générer sur une route ouverte. Donc le créateur de l'époque a pensé à un site fermé, des plateaux d'exercice et retracé une géographie que l'on connaît aujourd'hui. Alors ces plateaux d'exercice précisément, on en voit quelques images ici, on verra un reportage dans un instant, c'est des vraies pistes d'entraînement. On est sur un laboratoire du risque avec des vraies infrastructures routières qui sont dédiées, avec de vraies voitures, donc c'est un simulateur grandeur réelle. On est sur 4 hectares avec 4 plateaux d'exercice différents qui retracent une géographie de la route Auvergne-Rhône-Alpes. Alors l'objectif est de proposer aux stagiaires d'acquérir la maîtrise de leur véhicule dans des conditions compliquées, notamment sur des routes mouillées ou en cas d'éclatement d'un pneu, par exemple. Je vous propose une petite immersion avec ce reportage. Allez, on tourne. Aïe, ouais. Un petit peu tard également, un peu la même erreur que Mathieu. Voilà, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Sur la 43, au niveau de la sortie de l'île d'Abo, la piste glisse. Heureusement, ceci n'est pas une vraie route, mais bien celle du centre de stage de conduite Centaure. Depuis l'oreillette, Stéphane guide les automobilistes pour les préparer à la conduite sous fortes intempéries, en leur donnant quelques conseils pour mieux appréhender la route. Alors c'est toujours de prendre en compte les fameux facteurs importants, primordiaux sur la tenue de route, donc de prendre en compte l'état de la chaussée. Bien sûr, de connaître ses pneumatiques, donc l'état, l'usure, la pression qu'on doit vérifier donc tous les mois. Et bien sûr d'avoir forcément, et le plus essentiel de tous, une vitesse adaptée. Et comme on aime à dire souvent, vitesse adaptée, sécurité. Les stages durent une journée et se déroulent sur 4 plateaux avec des particularités différentes. Un virage, une montée, une descente, une simulation d'éclatement de pneus. Les enrobés sont recouverts d'une résine spécifique permettant d'obtenir un coefficient d'adhérence extrêmement bas. Moi je pensais que c'était un peu mouillé, on allait faire un petit dérapage, mais non en fait il faut vraiment faire gaffe parce que le risque il est présent. Et non, c'est des vraies installations qui sont très surprenantes. Une deuxième partie du stage aborde l'éco-conduite. Les chiffres de consommation du matin sont analysés pour ensuite être améliorés l'après-midi. C'est important pour plusieurs raisons. Déjà le côté écologique, bien sûr, et c'est un petit peu dans l'air du temps. Mais également le côté économique qui va forcément avec la consommation de carburant. Je conseille aux différentes entreprises qui vont peut-être nous voir aujourd'hui de faire cette sensibilisation parce que vraiment elle apporte quelque chose en plus sur la sécurité routière.
Si la majorité des clients sont des entreprises, Centaure ouvre aussi ses portes aux particuliers voulant bénéficier d'une formation. Alors on va revenir sur ces stagiaires, mais ce centre qui est donc installé à l'île d'Abo et qui est le premier de la série, parce qu'il y en a aujourd'hui combien? Une dizaine en France? C'est ça, une dizaine en France. On a essayé de mailler le territoire français. Donc on en trouve du sud au nord et de l'est à l'ouest. Au total, ça fait une centaine de collaborateurs? Oui, un peu plus, 120 aujourd'hui collaborateurs, mixés entre des formateurs qui sont sur nos plateaux d'exercice et puis ensuite un staff administratif et commercial. Pour ce qui vous concerne, vous, à l'île d'Abo, quelques chiffres clés? 4 537 stagiaires à l'année, sur l'année 2023. On va être un petit peu plus fort cette année, mais c'est à peu près ça, hein, c'est un volant de 4 000 à 5 000 stagiaires à l'année. Ce 80%, 90% du chiffre d'affaires est fait par le monde de l'entreprise, pour les chefs d'entreprise qui ont à cœur de sensibiliser leurs collaborateurs. Et puis le reste est fait par les particuliers qui ont envie de se sensibiliser ou pour qui se sont vus offrir un stage cadeau. Oui, alors on va revenir effectivement. On peut offrir un stage d'une journée dans le centre Centaure. Donc 4 500 stagiaires pour une dizaine de collaborateurs, un chiffre d'affaires d'à peu près 2 millions d'euros. Un peu moins, mais on les frise. Ouais, en 2025, ce sera ça. Des centres autonomes, donc, et vous le disiez, des clients qui sont essentiellement des clients d'entreprises. Oui, des entreprises, collectivités, institutions de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous confient leurs collaborateurs pour, d'une part, s'assurer de la sécurité de leurs collaborateurs et puis pour certains aussi baisser la sinistralité quand celle-ci se trouve un petit peu trop haute. Donc ils peuvent être alertés par leur assureur, mais pas que. Hein, c'est aussi une responsabilité du chef d'entreprise de s'assurer de la santé et de la sécurité des collaborateurs. Vous allez vous-même d'ailleurs régulièrement dans les entreprises faire des audits de sinistralité. Oui, j'allais dire j'ai cette chance de me voir ouvrir les portes des entreprises et de travailler avec des chefs d'entreprise qui sont soucieux de la sécurité de leurs collaborateurs et qui m'ouvrent leurs portes, mais aussi leurs statistiques, leurs chiffres, leur façon de procéder, leur règlement intérieur. Et nous travaillons ensemble pour le bien-être des collaborateurs et puis aussi pour satisfaire à la réglementation aujourd'hui qui pèse lourd sur le chef d'entreprise. Alors il faut dire évidemment que la sinistralité, quand on a une flotte de véhicules importante, ça peut effectivement coûter cher. Alors évidemment, il y a le bien-être des collaborateurs qui passe avant tout, hein, mais c'est aussi une économie potentielle. Hein. C'est une charge qui est énorme dans une entreprise et au-delà de ça, nous préférons intervenir à titre préventif qu'à titre curatif. Parce que dès lors qu'il y a un incident grave ou un accident grave dans une entreprise, c'est très difficile ensuite d'amorcer une sensibilisation au risque routier. Donc voilà, la prévention prévaut à la guérison. Alors on a vu ces derniers temps beaucoup monter en puissance des nouvelles mobilités, je pense notamment aux véhicules électriques, c'est pas tout à fait le même réflexe de conduite, même des trottinettes, pourquoi pas. On peut aussi aller se tester dans votre centre. Alors on essaye de répondre à la géographie de la route, hein. Depuis 1984 la géographie a changé et puis à l'environnement qui nous entoure, donc le véhicule a énormément évolué et ceci dit heureusement, sinon ce serait dramatique. Donc on passe aujourd'hui à des véhicules hybrides ou alors des véhicules électriques, mais pas que. Il y a aussi ce que nous appelons les nouvelles mobilités, vélo électrique, trottinette, overboard. Comment faire pour se partager la route, pour respecter ensemble la réglementation et le code de la route, parce que personne n'est exempt d'un code de la route, et de faire que ça se passe bien sur nos routes de tous les jours. Alors dans votre centre, on apprend à conduire, on apprend les bons réflexes, on apprend aussi les bases de l'entretien d'un véhicule. C'est primordial. Les bases d'un entretien d'un véhicule, le tour de sécurité d'un véhicule, c'est essentiel. De faire la pression des pneumatiques, ça paraît essentiel. Et même si aujourd'hui nos véhicules sont plutôt bien dotés et si on a la sensation que tout va bien, c'est bien de temps en temps de prendre un manomètre et de faire la pression parce que finalement le pneumatique, c'est ce qu'il y a tout de suite en contact avec la chaussée. Il y a un minimum à savoir et on l'apprend du coup dans ce centre Centaure de l'île d'Abo. On a parlé de l'île d'Abo, il y a aussi un site à Vorep. Il y a un site à Vorep qui a été créé en 1995 et qui permettait au monde de l'auto-école de valider l'étape numéro 4 du permis de conduire qui était dans cette étape de vivre une situation d'urgence, vivre une perte d'adhérence, un éclatement de pneumatique. Et on avait ouvert le site de Minotaur pour démocratiser cette partie-là de prévention. Le Minotaur, donc à Vorep. Juste un mot
précisément sur les stagiaires particuliers à qui on peut par exemple offrir un stage ou tout simplement y aller de son propre chef. Oui, alors n'importe qui peut venir à Centaure, nous sommes ouverts, il suffit juste de nous appeler et de réserver et on s'aperçoit que les personnes qui viennent dans le cadre de la formation professionnelle ont à cœur à Noël, lors d'un anniversaire, d'offrir finalement un bon cadeau en se disant, bah voilà, moi je conduis depuis 10 ans, 20 ans, je pensais tout savoir, l'accident de la route, bien entendu, tout le monde le sait, ça n'arrive qu'aux autres. Comment faire pour offrir un cadeau utile et agréable? Eh bien, c'est chez nous. Oui, cadeau original, effectivement. Alors, et puis l'enjeu, encore une fois, pour les entreprises, les flottes de véhicules dans les entreprises sont de plus en plus importantes. Les entreprises qui offrent des véhicules, qui proposent des véhicules à leurs collaborateurs sont aussi importantes et on voit bien l'enjeu. Oui, c'est un sujet un tout petit peu économique, mais beaucoup plus sociétal, de responsabilité, alors réglementaire bien sûr, mais aussi humaine avant tout, des dirigeants. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait du succès auprès des entreprises. Et puis, si on peut sensibiliser, il ne faut pas hésiter. Donc, c'est une belle mission. Merci. Ça tombe bien, la RSE, c'est la passion de Cathy Simon. Oui, c'est une passion depuis très longtemps. Alors, il y a des mots aujourd'hui qui sont galvaudés, mais moi, je crois quand même en la bienveillance, je crois quand même à l'attention à l'autre. Et vous avez raison de le dire que c'est avant tout, Centaure, une aventure humaine. Je pense qu'on est tous piqués par la passion, alors qui peut être quelquefois débordante, mais sans être dogmatique, en se disant que l'accident de la route, finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et on aurait presque une mission, voyez-vous, d'intérêt général. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on vit notre métier tous les jours. Voilà pour ce centre Centaure à l'île d'Abo, Minotaure à Vorep, qu'on souhaitait vous faire découvrir. Cathy Simon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci François Caudet. On se retrouve bien sûr le mois prochain. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez voir et revoir Alpes Décideurs sur Internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.